Wagner n'existe pas, du moins officiellement. Pourtant, après des mois d'enquête et pour la première fois, Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova nous plongent au cœur de cette armée secrète. Ces milliers de mercenaires déployés en Afrique et sur de nombreux points chauds de la planète sont le bras armé d'une Russie qui se rêve, on apprend dans le documentaire, qui se rêve grande, puissante, une armée redoutable dans la guerre hybride que mène Moscou à l'Occident et en particulier, on va le voir, à la France. Bonsoir Ksenia Bolchakova. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde et bonsoir Alexandra Jousset. Merci également d'être avec nous. Vous êtes donc les autrices du documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Ça sera diffusé chez nos confrères de France 5 ce dimanche 20 février. Avant de vous donner la parole, on va regarder un premier extrait. Attention, les images peuvent choquer. Nous sommes en 2017 et le monde découvre avec effroi ce dont est capable cette société privée Wagner. Cette armée de l'ombre ne laisse que peu de traces. Mais une vidéo pourrait changer la donne et faire vaciller les musiciens. Elle date de juin 2017 et a été tournée en Syrie. L'homme torturé est un déserteur de l'armée de Bachar al-Assad. Dans cette vidéo sur fond de musique joyeuse, on voit des gars enjoués, des russophones munis d'une masse. Ils frappent un homme, un arabe, gisant au sol. On voit ensuite comment ces hommes lui coupent les membres, comment ils le pendent la tête en bas, enfin décapité quoi, et comment son corps est incendié. Denis Korotkov a identifié un des auteurs du crime. Stanislas Ditchko, un ancien policier, né en 1990. Ksenia Bolchakova, ce qui frappe dans votre documentaire, c'est comment cette société privée agit en toute impunité. Et cette vidéo a été le déclencheur, au fond, a mis en lumière les exactions de ce groupe. Alors l'histoire de cette vidéo, elle est assez compliquée. C'est-à-dire que le crime de guerre lui-même a été commis en 2017. Des extraits de cette vidéo ont fuité sur les réseaux sociaux syriens. Et c'est bout par petit bout que, justement, le journaliste d'investigation qu'on voit dans le film a réussi à reconstituer ce film, cette vidéo de cet acte atroce de torture, et à enquêter sur les hommes qui ont commis ce crime en Syrie, identifier les auteurs, les allier justement aussi à la société militaire privée Wagner, et a commencé à essayer de traduire en justice les auteurs de ce crime. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était tout simplement impossible parce que Wagner n'existe pas. Wagner est une société qui n'a pas d'existence juridique, il n'y a pas de responsable de Wagner, et elle permet en quelque sorte aux autorités russes d'avoir un joker qu'on appelle le déni de plausibilité. Donc le déni de plausibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être poursuivi. On ne peut pas être poursuivi. On nie toute implication dans des crimes de guerre, dans des exactions. Et c'est finalement ce joker qu'utilise le pouvoir russe aujourd'hui en utilisant la force Wagner. On vient de le voir dans l'extrait. Pourquoi les musiciens? Pourquoi on les surnomme les musiciens? Parce qu'ils filent en fait la métaphore Wagner. C'est-à-dire qu'ils sont connus du grand public comme étant le groupe Wagner, et ils filent cette métaphore. Il faut savoir que Marat, donc un des mercenaires de Wagner qui témoigne dans notre film à visage non caché mais ouvert, raconte qu'au début, en 2015, ils s'appelaient pas entre eux, les musiciens. Et en fait, c'est finalement, ils ont, avec leur renommée, avec le fait que Wagner était de plus en plus connu par les médias occidentaux, eux-mêmes ont commencé à filer cette métaphore. Et du coup, dans les messages, ils jouent dans un orchestre, ils sont, le maestro est celui qui dirige les opérations. Donc, ils filent la métaphore musicale. Ils ont les codes parfois de Daesh, des codes parfois qui empruntent au fascisme et à Daesh. Tout à fait, vidéo à l'appui. Ouais, on le voit dans leurs photos, dans leurs vidéos, ils posent en rang, les fusils en l'air. Ils ont des vidéos ultra violentes qu'ils publient sur leurs propres réseaux sociaux. Le but, c'est de vendre cette image de gladiateur des temps modernes. Et c'est aussi, quelque part, on pense, de recruter. C'est-à-dire d'attirer, si vous voulez, un peu comme les vidéos de l'armée française en disant « Regardez, on est hyper fort, ça fait penser à des jeux vidéo ». Bah, eux, c'est pareil. Pour 960 €, pour combattre à l'étranger, c'est 1500 € en moyenne, pas plus de 1600 € en tous les cas. Pourquoi Vladimir
Vladimir Poutine utilise-t-il une armée secrète pour cacher les morts au combat à la Russie? Alors, il faut savoir qu'en Russie, il y a eu un gros traumatisme, plusieurs traumatismes. Il y a eu l'Afghanistan et puis il y a eu les 2 guerres de Tchétchénie. Et depuis ces 2 conflits, la population russe supporte extrêmement mal les pertes humaines. C'est-à-dire que c'est des nouvelles qui sont totalement inacceptables. Et les généraux russes cherchaient un moyen de sortir un petit peu de ce cul-de-sac, trouver une solution. On veut faire la guerre, on doit faire la guerre, mais en même temps, notre population n'est pas du tout prête à en payer les prix. En payer le prix, pardon. Et fallait trouver une sorte de compromis. Et la société militaire privée Wagner a été ce compromis. Alors on évoque aujourd'hui beaucoup le Mali, mais dans votre documentaire, il est aussi bien évidemment question de la Centrafrique, où là ça ne fait carrément aucun doute. Wagner est bien présent dans ce pays. On va tenter de comprendre pourquoi. Mais d'abord, on va regarder un autre extrait de votre documentaire, là encore, des exactions du groupe Wagner. C'était dans l'après-midi vers 17h. On est allé vendre des fruits sur leur base militaire. Ils m'ont demandé de rentrer dans les locaux. Un des leurs a commencé à me parler dans une langue que je ne comprenais pas. Il m'a demandé de m'allonger, j'ai refusé, alors il m'a frappé. À ce moment-là, d'autres hommes sont arrivés, ils étaient 3 ou 4. Ils m'ont traîné, m'ont jeté au sol et m'ont violé à tour de rôle. Et cette victime raconte comment juste après, c'est un soldat centrafricain qui la raccompagne jusqu'à chez elle et qui lui dit « Je ne peux rien faire ». Cette femme, victime d'un viol, 2 viols collectifs, dit « Ils ne sont pas là pour nous sauver, ils sont là pour nous tuer et nous exterminer ». Pourquoi Wagner est-il intervenu en Centrafrique ? Alors, officiellement, officiellement, Wagner n'est pas en Centrafrique. Officiellement, c'est l'armée russe qui envoie des formateurs pour former les forces centrafricaines. On s'est rendu compte que ces formateurs sont des réservistes et que, en fait, il n'a jamais été possible d'obtenir une liste officielle des formateurs qui ont été envoyés et qu'en fait, c'est des soldats de Wagner qui ont pris la place de formateurs officiels. Là, dans votre documentaire, on voit des hommes blancs à Bangui. On voit ça c'est certain. Donc ce ne sont pas des instructeurs, ceux-là. Non, ce ne sont pas des instructeurs. Donc il y a bien Wagner à Bangui. Il y a totalement Wagner à Bangui, mais en fait ils jouent tout le temps sur cette ambiguïté. Officiellement, ils sont là avec un mandat de l'ONU pour former les forces centrafricaines russes. Mais on le voit dans le documentaire, ils ne font pas du tout que former, ils commettent des exactions, on les voit même tuer des gens sur des routes à 500 km au nord de Bangui, là où il n'y a absolument aucun centre de formation. Et surtout, ils ne sont pas censés participer à des combats, alors qu'on a découvert qu'ils le font, ils le font de façon assez active. Alors 2 hommes dans votre documentaire, le fondateur et l'argentier, si l'on peut dire, le financier qu'on surnomme le cuisinier de Poutine, Yevgeny Prigojine. Alors lui, il veut faire des affaires, c'est un oligarque. Et là, il a compris qu'il y avait des mines et que ça rapportait beaucoup en Centrafrique. Alors, ça rapporte beaucoup en Centrafrique, mais il faut surtout la payer, cette force Wagner. Donc, il faut trouver un moyen de rémunérer ces hommes qui sont envoyés sur le terrain. Donc, le système Prigojine fonctionne de la façon suivante. Il faut trouver une contrepartie financière. Donc, je veux bien envoyer mes hommes. En Syrie, c'était pour le pétrole. Il y avait donc un deal qui avait été passé avec une des sociétés liées à Yevgeny Prigojine, Yevropolis, et sa société récupérait 25% des revenus du brut et du gaz en Syrie. En Centrafrique, c'est à peu près le même schéma, sauf qu'on va récupérer ce qu'on peut récupérer sur les principales mines d'or et de diamants, et surtout la principale mine d'or qui s'appelle Endasima. Via une société prétendument malgache qui, en fait, vous l'expliquez bien, est russe. Vous avez vous-même d'ailleurs toutes les 2 subi des intimidations, de la désinformation, notamment sur cette affaire de viol. J'en dis pas plus. Je laisse nos téléspectatrices et téléspectateurs regarder. Je vous pose la question à toutes les 2. Donc, Wagner est-il au Mali ? Ah, ça c'est sûr qu'il est au Mali. C'est sûr. Enfin, il commence à y avoir des photos. On a des photos des camps, on a des photos même eux sur leurs propres réseaux sociaux. Ils postent des photos d'eux au Mali. Maintenant, ils jouent toujours sur cette ambiguïté, sur le fait que ça serait aussi des instructeurs. Mais en tout cas, selon les sources françaises, gouvernementale française, il s'agit bien des gens de Wagner. Mais ce qu'on veut comprendre avec toutes les 2 ce soir aussi, c'est que on a vu la Syrie tout à l'heure avec cette scène insoutenable, on voit la Centrafrique, on voit le Mali. Selon vous, que vient chercher la Russie en Afrique? Ce qui ressort, c'est qu'en fait, que c'est un combat contre l'Occident et en particulier contre la France via les anciennes colonies françaises. Ouais. Oui, il y a quand même d'abord un combat pour les ressources et pour l'influence politique. Vladimir Poutine et la Russie. Non, mais je veux dire, ils mettent des notes. Vous dites qu'il y a des cibles. Le Cameroun est noté 9 sur 10 comme un pays potentiellement. C'est le Mali qui est noté 9 sur 10. Le Mali, 9 sur 10. C'est tout en haut, c'est le Mali. C'est 8 sur 10 pour le Cameroun, exactement. Et 9 sur 10 en fonction effectivement d'une présence étrangère, notamment française, des ressources du pays. Que vient chercher la Russie sur le sol africain, outre les richesses? Alors, il y a les richesses, bien sûr, et puis il y a surtout une influence politique. La Russie veut se repositionner sur l'échiquier mondial comme étant l'interlocuteur
l'interlocuteur principal des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un Vladimir Poutine, et on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine aussi, qui veut être à la table des négociations et qui veut avoir du poids, qui veut peser dans ces négociations. Donc, il étend sa toile non seulement à son étranger proche, donc les républiques qui faisaient partie de l'URSS, mais également à d'autres régions, et l'Afrique en tête. On l'a vu, d'ailleurs, il avait affiché clairement ses ambitions en 2019 avec le sommet Russie-Afrique, le premier sommet Russie-Afrique. Il va y en avoir un deuxième cette année, donc c'est pas prêt de se terminer. Ils sont combien, les mercenaires de Wagner, au total? C'est très compliqué de savoir exactement combien ils sont. Les services ukrainiens, vous dites, en ont... 4184. Dans le Donbass, à l'époque? Non, ils les ont recensés depuis le Donbass. On estime qu'ils sont 10 000 à être passés par les rangs de Wagner depuis 2014 et qu'aujourd'hui, ça serait une force de 5 000 hommes. Mais évidemment, c'est très changeant. Nous, quand on a été en Russie, qu'on a interviewé un des formateurs et recruteurs de Wagner, c'était au mois d'octobre, il nous disait, là, par exemple, ils sont en plein recrutement pour le Mali. Donc, ils recrutent en fonction des opérations dans lesquelles ils vont se déployer. Et le profil, il y a parfois des anciens policiers, des anciens militaires et des anciens prisonniers. Parfois, ils ont anciens militaires et anciens prisonniers. C'est le cas de Marat, regardez. C'est un de mes amis de longue date qui m'en a parlé. Il m'a dit, il existe une compagnie qui va t'intéresser. Tu as une formation militaire. Là-bas, ils ont besoin de gens comme toi. Je me suis rendu au point de recrutement. Personne ne se posait vraiment la question du statut juridique exact de cette compagnie. Pourquoi poser des questions? Je voyais très bien que ce n'était pas l'armée. Je me rendais bien compte que tout ça n'était pas très légal. Voilà, son témoignage est saisissant. Par la suite, il vous dit beaucoup de choses. Comment vous l'avez contacté? Comment vous avez contacté ces membres de Wagner? Alors, Marat a la particularité d'avoir déjà répondu à une interview en presse écrite. Il avait parlé à des collègues russes. En revanche, il était assez opposé à l'idée de témoigner face caméra et ça a été assez long de le convaincre. Mais il a aussi la particularité d'être peut-être plus âgé par rapport à d'autres mercenaires. Il avait envie de raconter aussi leur histoire. Il avait envie de raconter Wagner, mais de son point de vue. C'est-à-dire que pour lui, Wagner, c'est pas seulement des brutes sanguinaires qui torturent et commettent des crimes, c'est aussi une force armée qui a permis de reprendre Palmyre à Daesh, de faire un certain nombre de bonnes actions. Donc c'est aussi cette histoire-là que Marat avait envie de nous raconter. Et vous dédiez d'ailleurs votre documentaire à 3 journalistes, 3 confrères et consoeurs assassinés en Centrafrique parce qu'ils enquêtaient précisément sur la mine que vous avez évoquée. Est-ce que toutes les deux, vous-même, vous avez subi des intimidations et des pressions, que ce soit à Bangui, que ce soit ailleurs? Oui, on a été à Bangui, on a été suivis, on a été photographiés, nos chambres ont été fouillées. La personne avec qui on travaillait sur place a été menacée de mort. Il a dû être exfiltré vers un autre pays où il est toujours aujourd'hui. Il ne peut pas retourner chez lui. En Russie, quand on est arrivé à Moscou, on a été interrogé pendant plusieurs heures. Enfin, on a passé pas mal de temps avec le FSB. Donc oui, on savait qu'on était dans les radars et on savait qu'on était surveillés. Merci beaucoup Alexandra Jousset, merci Ksenia Bolshakova. Rendez-vous donc dimanche chez nos confrères de France 5. Ce sera suivi, je le précise, d'un débat avec, il me semble, Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Merci à toutes les deux.